Il a donc fallu quelques heures pour que le pays bascule et que Ben Ali cède à la pression de la rue. Marine Le Pen a officiellement pris la tête du Front National. Elle succède ainsi à son père Jean-Marie Le Pen, fondateur et président du parti depuis 1972. Les mecs, des fois, qui se plaignent sur la qualité des vidéos, ça m'insupporte. Les mecs qui se croient au téléphone. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce premier entretien de l'année 2011. Alors je souhaitais vous souhaiter le meilleur pour cette année 2011. Je vais en profiter pour présenter mes vœux aux gens de plus en plus nombreux qui regardent cette vidéo mensuelle, et puis aussi aux gens qui vont sur le site Égalité Réconciliation, de plus en plus nombreux aussi, puisque cette année on a passé le million de clics uniques, je crois. Donc meilleurs vœux à tous. Alors on va commencer tout de suite par la plainte de l'UEJF concernant votre vidéo, votre précédent entretien. Et l'UEJF a décidé de porter plainte pour propos antisémites et homophobes. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, je rappelle le contexte. J'ai donné une longue interview à un site catholique de qualité qui s'appelle République, je crois. Et une vidéo qui dure 2 heures, où je parle essentiellement d'ailleurs du danger pour la France de réactiver une guerre de religion chrétien-musulman. Donc on aborde plein de sujets, c'est assez complexe. Et à un moment donné, un gamin a extrait 3 phrases qu'il a collées avec des petits points sur un petit site que je ne vais même pas citer d'ailleurs, pour ne pas lui faire de pub, parce que je pense que c'était son but. En prétendant que cette interview était une ignoble interview antisémite, alors qu'elle ne parle pratiquement pas de ce sujet, et si elle en parle, c'est à la marge, et de manière très rigoureuse et circonstanciée, défendable et inattaquable par la loi, selon d'ailleurs mon avocat qui est un expert. Et là, derrière, je me demande si c'était d'ailleurs pas orchestré, si c'était pas un travail en meute, quoi. Une annonce de l'Union des étudiants juifs de France porter plainte contre moi pour propos homophobes et antisémites. Alors déjà l'Union des étudiants juifs de France, je me suis renseigné, on va d'ailleurs mettre une vidéo en ligne bientôt où on raconte bien leur historique, etc., parce que c'est bien sinon de faire de l'histoire, est une association qui ne représente ni les étudiants, ni les juifs, ni la France. Il faut déjà le savoir. C'est une petite association communautaire qui est une officine sioniste et qui fait partie de toutes ces espèces de petites officines qui prétendent défendre les juifs de France qui ne leur ont rien demandé, et qui en fait sont un des leviers, un des bras armés du lobby sioniste français. Voilà. Donc déjà c'est une précision, c'est important de savoir que, parce que c'est ce qui coupe court à tous, c'est que quand je parle moi de la communauté organisée, ou que même quand après dans la conversation je parle des juifs, c'est comme quand on parle des Allemands, quand on parle de la guerre, ou des Américains, on ne parle pas du peuple, on parle des élites dirigeantes, qui sont en général une minorité. Donc il faut bien préciser, d'après le CRIF qui chapeaute tout ça, l'UEJF est dans la structure du CRIF, d'après les statistiques du CRIF lui-même, qui sont en plus à mon avis déjà abusives, la communauté organisée ne représente au mieux qu'un juif sur 6, ce qui veut dire que 5 juifs sur 6 ne sont pas représentés par ces gens-là, et que c'est ces gens-là par contre que nous montrons du doigt comme des organisations communautaires qui passent leur temps à manipuler, à crier au loup, etc. Et qui, c'est mon analyse, à force de crier à l'antisémitisme pour tout et n'importe quoi, et surtout pour défendre la politique d'Israël, qui, je le rappelle, est un État colonialiste, raciste, et aujourd'hui une théocratie militaire qui contrevient à tous les droits de l'homme, cette utilisation abusive de l'antisémitisme, finalement, finit par créer un antisémitisme réel qui met finalement en danger la majorité des juifs qui n'ont rien demandé aux sionistes et qui vivent, comme on le dit, heureux comme Dieu en France. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Nous sommes de plus en plus à montrer du doigt ces élites communautaires qui ne parlent en réalité que d'elles-mêmes. Voilà. Et là, la pseudo-plainte de l'Union des étudiants juifs de France, c'est typique de ce climat insupportable et de plus insupportable en France. C'est-à-dire une association qui ne représente qu'elle-même attaque un écrivain français qui en plus a des propos qui sont strictement, eux, des propos
de paix, conformes aux droits de l'homme, profondément antiracistes, etc., alors qu'eux-mêmes défendent absolument bec et ongle l'État d'Israël, qui, je le rappelle, sous le régime Netanyahou-Lieberman, est un État, je le dis même en regardant la caméra, ouvertement racial, colon, théocratique et militaire. Donc ces gens-là n'ont aucune leçon à me donner d'antisémitisme, de droits de l'homme ou même de démocratie. Voilà, c'est clair. Alors après, je vois qu'ils envoient au tribunal toute la journée des gens. Je pense qu'ils ont peut-être des problèmes de trésorerie, j'en sais rien. Mais c'est pratiquement un commerce. D'ailleurs, si on veut glisser, je crois qu'en ce moment, Éric Zemmour, qui est, je crois, pas du tout sur ma ligne, mais qui est quand même un esprit libre et quelqu'un de formé, et quelqu'un qui dit des choses qui visiblement intéressent de plus en plus de gens, se retrouve aussi au tribunal avec l'Union des étudiants juifs de France comme partie civile. Voilà, c'est intéressant de voir que finalement ces gens-là passent leur temps à essayer d'extorquer la livre de chair, comme dans le Marchand de Venise, comme Shylock dans le Marchand de Venise. Et je demande, il faudrait quand même se poser de plus en plus la question de leur légitimité. Et surtout, il crée un climat en France incroyable où le débat maintenant est systématiquement dans les tribunaux une judiciarisation systématique avec à chaque fois la réduction ad Hitlerum. Voilà, et ça crée un climat dans un pays comme la France qui est censé être le pays de Voltaire, de la libre pensée, du débat intelligent et argumenté. On est systématiquement sur l'anathème et la menace, parce que il ne faut pas oublier que ce qui est posté en ce moment sur les sites internet, c'est Alain Soral risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc on ne vous répond jamais sur le fond, on vous diffame et on vous menace de vous ruiner purement et simplement et de vous embastiller. Il faudrait quand même à un moment donné se poser des questions. Voilà. Donc j'en profite pour envoyer un petit message à Éric Zemmour, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec ses propos et que je pense qu'on n'est pas du tout sur le même sur le même bateau politiquement. Je lui envoie un message de soutien inconditionnel. Je trouve scandaleux qu'il se retrouve au tribunal pour ses propos. À son argumentation doit répondre une contre-argumentation. Tout ça doit se faire dans la tradition française du libre débat. Et il n'a pas à se retrouver au tribunal. Et j'espère qu'il sera, relaxé et que cette relaxe fera jurisprudence. Voilà. Et si je veux même en rajouter encore une couche, je suis étonné que ce soit systématiquement des gens comme moi qui se retrouvent menacés de procès ou envoyés au tribunal. C'est-à-dire, j'incarne le français, je dirais, libertaire au sens positif du terme pour moi. Je trouve ça scandaleux que Zemmour soit envoyé au tribunal pour ce qu'il a dit, qui était en plus dans une réponse du tac au tac dans une émission de télé, qu'il ne faut pas sortir de son contexte, etc. Et par exemple, je suis étonné que Nouria Boutelja, qui travaille en fait à la montée des tensions communautaires ouvertement, elle ne se retrouve jamais au tribunal alors qu'elle parle des sous-chiens. À un moment donné, il y a un 2 poids 2 mesures qui est très agaçant, même un 3 poids 3 mesures. Et je me demande même si en cherchant, si finalement ces indigènes de la République, puisque je crois qu'Ouria Boutelja est salarié de l'Institut du monde arabe sous le haut patronage de Dominique Boudis, ancien patron du CSA et ancien vice-président de l'Association des amitiés franco-israéliennes. Je me demande même s'il n'y a pas une stratégie de la tension à laquelle certains idiots utiles participent, dont les indigènes de la République. Voilà. Et ce climat-là devient insupportable. Et je pense qu'on arrive presque à la limite là. Donc, je verrai bien si je suis envoyé au tribunal ou pas. Ce qu'il faut bien envoyer comme message, c'est que l'époque où le Gaulois ou le Goy, je ne sais pas comment ces gens-là nous appellent, baissait les yeux parce qu'on le traitait d'antisémite, comme quand le chien, quand on le bat, pense qu'il a fait quelque chose de mal, alors qu'il est battu par son maître parce que son maître est simplement un sadique. Voilà, l'époque où on se couchait systématiquement est finie, que ce soit Dieudonné, que ce soit moi, ou que ce soit Ahmed Moualek aussi, par exemple, de la banlieue s'exprime. Nous allons maintenant au tribunal droit dans nos bottes. Nous incarnons, nous, les droits de l'homme, nous, la démocratie, nous, la France et nous, l'antiracisme, et nous nous défendons bec et ongle et ne nous demandons plus jamais pardon, car nous disons la vérité et de plus en plus de gens le savent. Voilà. Donc c'est comme ça la nouvelle ligne. Il y aura de plus en plus de gens qui feront comme nous. Dieudonné, moi, Ahmed Moualek avons montré la voie, et bien d'autres d'ailleurs. Voilà, donc que les gens sachent bien, amis, pas amis, que je sais ce que je dis. En pleine conscience, je crois incarner la tradition française, l'universalisme chrétien, la démocratie, la République, moi. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'une association communautaire ultrationniste, et j'irai au tribunal sans aucun problème. D'ailleurs, on a simplement lancé un appel aux dons sur le site pour que les gens
les gens qui veulent me soutenir, mais l'époque où on demandait pardon, on faisait sa teshuva et on suppliait de ne pas être massacré par la Ligue de défense juive et de ne pas être persécuté et ruiné de A à Z, cette période est terminée. Je pense qu'il faut qu'il y en a qui le comprennent. Il serait dommage qu'ils ne le comprennent pas. Voilà. Pour continuer sur les procès, c'est officiel, Maurice Dantec vous intente un procès. Ah oui, c'est intéressant de le savoir pour le petit Momo. Voilà. Oui, j'ai été convoqué chez un juge d'instruction parce que Maurice Dantec, de son lointain alcoolisme québécois, a décidé de m'envoyer au tribunal pour injure publique. Quand on sait que Maurice G. Dantec, la moitié de son travail consiste à insulter et à diffamer nommément des écrivains, des hommes politiques, etc., ce qu'il a totalement le droit de faire d'ailleurs, hein, c'est la tradition du pamphlet, se permettre de m'envoyer au tribunal, que je sois convoqué par un juge d'instruction qui valide la plainte, c'est-à-dire le procès aura lieu le 6 juillet, voilà, et que je suis d'ailleurs accusé dans ce papier que m'a envoyé le tribunal, d'avoir tapoté de l'index un petit chien articulé en disant coucher Dantec. Vous voyez, ça, c'est passible du tribunal d'avoir dit coucher Dantec comme ça. Vous voyez, il faut savoir ce qu'est le climat de la France aujourd'hui. Voilà. Donc j'irai pareil tranquillement à ce procès, mais je tiens à ce qu'on sache déjà, on en reparlera, que Maurice G. Dantec, qui moque la gueuse, qui se réclame de Bonald ou de Demestre, et qui passe son temps à diffamer et à insulter à peu près tout le monde, ce qui est d'ailleurs assez amusant, parce qu'il le fait avec un certain talent livresque, se permet de m'envoyer au tribunal quand je lui réponds. Car il faut savoir, pour les gens qui connaissent la vidéo qui est incriminée, qui s'appelle Mea Culpa, que je ne faisais que répondre à une menace physique de Dantec et de sa bande. Hein, voilà. Et que je faisais simplement que de rappeler qu'il ne fallait pas trop le prendre au sérieux quand il souhaitait l'extermination des musulmans du monde entier par la force atomique. Tous les extraits circulent sur Internet, tout ça est tracé et enregistré, et au tribunal, tout ça, je le sortirai aussi. Voilà. Hein. Donc ça, c'était un petit aparté, mais voilà, cette judiciarisation systématique est insupportable, surtout venant de gens qui sont en réalité contreviennent à tous les fondamentaux dont ils se réclament. L'Union des étudiants juifs de France, parce qu'ils m'attaquent au nom de l'antiracisme, alors qu'ils incarnent le racisme israélien sioniste dans toute sa splendeur, qui m'attaquent au nom de la République, alors qu'ils sont une officine communautaire qui n'a pas le droit de citer selon la loi républicaine, puisque la République française ne reconnaît rien entre l'individu et la nation, hein, et ne reconnaît pas les communautés constitutionnellement. Donc déjà, ça devrait être l'union des étudiants français de confession juive, au mieux, mais ça ne peut pas être l'union des étudiants juifs de France. Pourquoi pas aussi juifs en France, pendant qu'ils y sont. Hein, voilà. Donc il va falloir qu'on sorte de ce mensonge généralisé, de ces manipulations et de ces menaces, parce que là, on est face finalement à des officines terroristes. C'est de la terreur morale, et de la terreur, et ils pratiquent la terreur morale, la terreur judiciaire et la terreur économique. C'est, on va te punir parce que on va dire tu ne t'es pas soumis, et on va te ruiner. Voilà, on a vu ce que j'ai subi depuis des années, marginalisation par rapport aux médias, menaces physiques, agressions répétées, hein, et jamais punies par la loi, et on sait très bien, il suffit de se renseigner sur mon dossier pour savoir d'où ça vient et qui l'a fait, et derrière menaces de prison ferme, prison avec sursis pour l'instant, 1 an de prison avec sursis, et de ruine, de me ruiner moi et ma famille, voilà, parce que je ne me suis simplement pas prosterné. Hein, vous savez, comme dans le Japon ancien, stupeur et tremblement, j'ai osé croiser le regard de l'empereur. Vous voyez ? Voilà. Donc, on va peut-être parler un peu d'autre chose. Ce qui est embêtant, c'est qu'on est toujours obligé de revenir sur ce sujet, mais ce sujet est effectivement omniprésent. Voilà. Concernant la politique française, sachant que le vote n'a pas encore lieu à l'heure où l'on tourne, quel bilan faites-vous de la campagne pour la succession du Front National ? Alors moi, déjà, j'avais décidé de ne pas m'en mêler. Hein, ouais. Voilà. Il y a ce congrès de Tours, symbolique, puisque Tours, ça rappelle la scission PC-PS du fameux congrès de Tours de 1920, je crois. Moi, il me semble que le système et l'histoire, le sens de l'histoire, a choisi déjà Marine Le Pen. Voilà. Alors moi, beaucoup de gens m'ont dit, par hostilité à Marine, pourquoi ne pas choisir Gollnisch ? En réalité, Marine Le Pen a deux axes, on va dire, deux piliers politiques aujourd'hui. Un pilier qui me semble très bon, qui est sa critique assez rigoureuse et assez cohérente du mondialisme économique et du mondialisme financier, ce qu'il n'y avait pas dans l'ancien Front National. Donc ça, c'est très positif. Et je crois d'ailleurs que j'y suis un petit peu pour quelque chose. J'ai apporté ça
en partie, voilà. Et l'autre pilier qui ne m'intéresse pas, c'est ce pilier qui consiste à valider le conflit de civilisation, c'est-à-dire à montrer les musulmans du doigt. Alors certes, officiellement, c'est les islamistes qu'on montre du doigt, mais on sait très bien que l'amalgame est toujours fait, et moi je n'aime pas qu'on importe en France le conflit de civilisation. Ça me semble même contradictoire avec la critique du mondialisme financier, parce qu'une des stratégies de domination du mondialisme financier, c'est de se servir du paravent du conflit de civilisation pour dévier les colères et dévier les responsabilités. Le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui ne vient pas de la Mecque, il vient de Wall Street. Voilà. Au pire, l'espèce de salafisme bricolé et instrumentalisé, effectivement assez pénible au niveau du quotidien, est une conséquence et quelque chose d'instrumentalisé par le système mondialiste. On le sait via l'Arabie Saoudite, les services américano-sionistes, les gens qui s'intéressent à ça le savent. Voilà. Donc je n'aime pas la ligne de Marine. Mais ceci dit, chez Gollnisch, il n'y a ni la ligne économique, ni la ligne, ils ne sont pas pro-musulmans et ils ne sont pas anti-libéraux. Donc à la limite, s'il y a deux piliers aujourd'hui au front, Marine au moins, il y en a un des deux qui est bon, chez Gollnisch, il n'y en a aucun. Voilà, donc à la limite, je ne vois pas pourquoi je serais scandalisé de la victoire de Marine Le Pen. Sachant en plus que si Gollnisch gagnait, je pense que le Front National, Gollnisch agrégeant, je veux dire, tous les gens, les gens du front d'avant, je dirais, on aurait un Front National qui aurait tous les défauts du front de Le Pen, c'est-à-dire pas d'idéologie, c'est-à-dire des païens, des cathos, des libéraux, des antilibéraux, des pro-sionistes, des antisionistes, quelque chose qui en valeur absolue fait une idéologie zéro, parce que tout s'annule, et en plus sans le charisme, on va dire, de Jean-Marie Le Pen. Donc ça serait un Front National qui redescendrait à ses scores électoraux d'avant Le Pen. Alors les gens qui voulaient me pousser, moi, à m'engager du côté de Gollnisch, en fait, spéculaient là-dessus, avec beaucoup de fantasmes, qui disaient, si Gollnisch gagne, le front s'écroule, et derrière, ça fait un vide, et la nature politico-sociale ayant horreur du vide, on peut prendre la place. Donc en fait, c'était des espèces de jeu de billard à 3 bandes assez absurde, dans lequel moi je refuse de rentrer, parce que moi je fais égalité-réconciliation, de la formation, de la pédagogie, j'ai quand même la modestie de mon orgueil et réciproquement, et je sais que je n'ai pas les moyens, moi, de manipuler et d'interférer à ce point-là dans l'histoire. Mais je pense que l'analyse que je fais, c'est que le système aurait dû peut-être préférer Gollnisch à Marine, ce qui n'est pas le cas. Le système a voulu Marine Le Pen et l'a aidé, c'est certain. Et donc on aurait pu penser, si Marine est plus efficace et fait monter un front, et donc si Marine est plus dangereuse, pourquoi l'ont-ils aidé ? Alors que Gollnisch aurait été un front qui s'écroule, et donc l'intérêt des antifrontistes du système. Je pense que l'analyse que fait le système, c'est que si Gollnisch avait gagné ou gagne, parce que moi je ne sais pas encore les résultats à l'heure où on enregistre, le système sait très bien qu'un Gollnisch qui gagne, c'est un front qui s'écroule, mais comme la nature a horreur du vide et qu'on est dans une période de crise grave, aurait émergé de ce vide quelque chose peut-être de bien plus dangereux que le front mariniste, une colère populiste incontrôlée. Alors que Marine Le Pen accepte de jouer le jeu et de respecter, je dirais, les sujets du débat démocratique. Elle est réintroduite dans l'arc républicain parce qu'elle respecte les règles du débat démocratique et les sujets du débat démocratique. Puisque, si je veux balancer une petite pique, le seul antisémitisme qu'elle s'autorise est l'antisémitisme anti-musulman. C'est le seul qu'elle s'autorise. Voilà. Et donc, je crois que le système accepte que Marine, par son efficacité, amène le front peut-être à mon avis, à 20, 25 ou 30%, parce qu'elle respecte les règles du jeu républicain. Et que si Gollnisch avait gagné, ce front qui s'écroule et qui disparaît aurait permis l'émergence d'une nouvelle colère populiste incontrôlée. Et je pense que face à cette menace et cet inconnu, le système préfère quand même Marine. Voilà. Mais après, ce que Marine va faire de cette position de leader de l'opposition, qu'elle peut sans doute atteindre par son savoir-faire, sa capacité de travail, sa quantité de travail, on peut être dans une configuration de type poutinienne dans quelques années. Voilà. Parce que je pense qu'elle peut amener le front à 35%. Voilà. Voilà, donc c'est une analyse globale que je fais. Je ne peux pas faire autre chose que cette analyse, et je le répète pour les gens qui me reprochent ou pas de m'être engagé ou pas assez dans cette histoire, c'est que de toute façon, je sais très bien que moi, Alain Soral, avec ma petite organisation Égalité et Réconciliation, je n'ai pas les moyens de faire perdre Marine ou gagner Gollnisch au Congrès, et qu'en plus, je n'ai pas de raison objective de m'investir dans le Front National plus que je l'avais fait, plus que ce que je l'ai fait à une époque. Et n'oubliez pas que je suis allé au Front National pour essayer de faire bouger sur la ligne économique et sur la ligne, je dirais, de la lecture de l'islam.
j'ai réussi sur la ligne économique, j'ai échoué sur l'anti-islamisme, contre lequel je luttais, et c'est parce que j'ai échoué sur cette ligne-là que je suis parti. Voilà. J'avais d'ailleurs fait un texte à l'époque qui s'appelait Marine m'a tué, qui était un texte d'ailleurs un peu exagéré, que je ne referai pas aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien, c'est pas utile de mener des guéguerres à l'intérieur du camp national. C'est pour ça que je ne suis pas d'extrême droite. On reconnaît un type d'extrême droite parce qu'il passe son temps à emmerder l'extrême droite. Moi, ça m'intéresse ni de rouler pour l'extrême droite, ni d'emmerder l'extrême droite. Je prends le mot extrême droite parce que c'est le terme imposé par le système. Je ne crois même pas que ce soit ça. Hein, voilà. Donc, je constate, à mon avis, la victoire inéluctable de Marine, et je l'explique pour les raisons que je viens de vous dire. Voilà. Et je dis surtout que Gollnisch n'était pas l'alternative à Marine. Ce n'était pas l'opposé, en réalité. C'est pour ça que c'était un peu un faux choix. Voilà. Et donc, j'ai suffisamment communiqué là-dessus, j'ai fait des textes, notamment dans Flash. Je peux en profiter d'ailleurs pour faire la petite pub. Les analyses, les bonnes analyses sur ce qu'il faut penser et croire et comprendre sont dans ce petit quinzomadaire que je fais avec des amis, voilà, qu'on ne peut lire que sur abonnement. Ceux qui veulent savoir un peu plus ou un peu autre chose de ce qu'il y a sur le site Égalité Réconciliation, ou ce qu'il y a dans mes vidéos qui sont des vidéos relativement improvisées, ils n'ont qu'à lire et donc s'abonner à Flash, que je montre là encore. Nous vivons sans pub et que de nos abonnements. La communauté chrétienne d'Égypte est révoltée. Elle est à son tour la cible du terrorisme. Une église copte de la ville d'Alexandrie a été frappée par un attentat sanglant la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'au moins 21 morts et d'une quarantaine de blessés. Plus au sud, quel regard portez-vous sur les récents attentats subis par la communauté copte d'Égypte ? Ça nous permet de rebondir sur cette histoire de conflit de civilisation. Oui. Le conflit de civilisation a été théorisé par les anciens trotskistes juifs américains qui se sont ralliés au néolibéralisme, hein, et leur stratégie, c'est que depuis la chute de l'URSS, il faut fabriquer un ennemi pour justifier l'expansionnisme américain, mais le justifier comme une stratégie de défense, alors que c'est une stratégie d'attaque et de nuisance. Hein, et pour ça, il faut créer un nouvel ennemi qui est l'islam. Alors ils ont sponsorisé un islam salafisto-wahhabite qui serait le fascisme vert, et par tous leurs relais, par tous les moyens, ils ont mis en place de façon beaucoup plus médiatique que sérieuse et avec beaucoup d'opérations sous faux drapeau, une espèce de film, hein, de film hollywoodien où le problème du monde serait l'attaque de l'Occident par l'islam conquérant. C'est une fiction, hein, voilà. Et moi je refuse de tomber dedans. Mais pour que cette fiction soit crédible, il y a effectivement des opérations sous faux drapeau qui sont montées, soit totalement d'ailleurs montées de A à Z, soit en manipulant une colère musulmane qui s'explique par l'humiliation que subit le monde musulman depuis des décennies et des décennies dans sa géographie d'origine, l'attaque de l'Irak, la menace permanente que fait peser Israël sur tous les pays alentours, l'humiliation effectivement des musulmans par cette violence sioniste entièrement soutenue, on le sait, par les puissances occidentales. Enfin, tout ça crée un climat facile à manipuler, qui est manipulé, et ce qu'on remarque, c'est que cette violence antichrétienne qui était au départ assez loin, puisqu'elle se passait notamment contre les chrétiens d'Irak, que Saddam Hussein protégeait totalement du temps de Tariq Aziz, et qui sont aujourd'hui effectivement en difficulté du fait du chaos qui a été créé par les forces américano-sionistes. Et on voit, dans ce qui est à mon avis une vraie stratégie et un vrai plan, cette violence anti-chrétienne se rapprocher de plus en plus en réalité de l'Europe elle-même. Et là, aujourd'hui, on est passé finalement de l'Afghanistan à l'Irak, et maintenant on en est finalement au Maghreb. Hein. Donc c'est les Coptes, qui sont déjà des chrétiens d'Orient, qui seraient, comme par hasard, attaqués par, toujours pareil, Al-Qaïda, espèce de licence, qui est une licence américaine au départ de la CIA, Al-Qaïda Maghreb, je sais pas trop quoi. Et je me dis que si ça continue comme ça, pour forcer les Français à croire à tout prix à ce conflit de civilisation, on aura droit un jour, peut-être bientôt, peut-être juste avant les élections de 2012, à un attentat revendiqué islamiste Al-Qaïda dans une église catholique en France. Ça me paraît faire partie du projet. Et ça sera, à mon avis, une opération sous faux drapeau, ou une opération de pauvres islamistes manipulés, comme on le voit au Kosovo, comme on l'a vu à Londres ou à Madrid. Et malheureusement, effectivement, c'est la mise en place d'une stratégie de la tension dramatique, et je pense qu'on se rapproche effectivement vers un scénario attentat en France. Hein, donc moi je fais l'analyse, je préviens que, à mon avis, les musulmans, et surtout les musulmans français, le musulman moyen, n'y est strictement pour rien. Voilà, hein, c'est clair.
et qu'il faudra bien chercher d'où ça vient. Et d'ailleurs, sur cet attentat, le président Moubarak avait indiqué que l'attentat contre les Coptes était dû à des mains étrangères. Comment vous comprenez la... Je le comprends comme je viens de l'expliquer, oui. Opération sous faux drapeau. N'oubliez pas que les opérations sous faux drapeau sont la spécialité historiquement des services anglais, puis israéliens et américains. Voilà. Et d'ailleurs que la devise des services israéliens, regardez-le, c'est, je ne la connais pas par cœur, mais allez sur Internet, c'est annoncé que leur spécialité, c'est la manipulation triangulaire. Hein, voilà, c'est toujours ce système-là. On fait péter une bombe en revendiquant de quelqu'un d'autre pour créer la tension. C'est comme ça que le Liban a pété, c'est comme ça que la Yougoslavie a pété, c'est comme ça que, la question tchétchène a failli d'achever de disloquer la Russie. Ces opérations sous faux drapeau, qui consistent à diviser pour régner, etc., c'est la spécialité des services anglais, historiquement, israéliens, américains. Voilà. Ils savent le faire. Et là, on ne va pas parler d'un certain 11 septembre. Je crois que c'est la plus belle démonstration de leur savoir-faire, le 11 septembre. C'est exactement ça, mais porté au niveau d'une superproduction hollywoodienne. Et d'ailleurs, tout est parti de là, n'oubliez pas ça. C'est pour ça que, là, petite quenelle, petite pichenette à Marc-Édouard Nab, valider les attentats du 11 septembre comme ayant été faits par Al-Qaïda et incarnant la légitime menace des peuples musulmans, c'est travailler ouvertement pour l'ennemi. Que ce soit par bêtise ou par calcul, c'est, impardonnable. Voilà. Il y a suffisamment de preuves aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet pour être certain que la version officielle sur le 11 septembre est un mensonge éhonté auquel ne croit d'ailleurs plus la majorité du peuple américain. Et là-dessus, je crois que je peux même me retrouver avec Mathieu Kassovitz et Jean-Marie Bigard. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc ça, c'était aussi pour rappeler pourquoi je me suis éloigné de Marc-Édouard Nab, parce que je crois que dans cette période de crise, qu'on dise vive les GI comme Dantec ou vive le djihad comme Marc-Édouard Nab, on travaille pour le camp des salauds. Voilà. On travaille à l'introduction en France de la guerre civile interreligieuse et intercommunautaire qui ne profite qu'à un seul camp. Et là, on revient d'ailleurs sur le problème du début.